Merci, je donne la parole à Fabrice Roussel. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci de votre présence. Le Haut-Commissariat au Plan a publié il y a quelques jours une note intitulée Comment décarboner à moindre coût qui pose des pistes claires d'accélération de la transition écologique, malheureusement dans un contexte où des dispositifs sont à l'arrêt, où des coupes budgétaires sont organisées par le gouvernement, et tout cela évidemment freine la transition écologique. De plus, à ce jour, nous ne connaissons ni les orientations précises du Fonds social pour le climat, ni les axes de la troisième stratégie nationale bas carbone censée être adoptée d'ici la fin de l'année 2025. Sur le logement aujourd'hui, plus de 5 millions de nos concitoyens vivent dans des passoires thermiques. Comme le souligne votre note, leur rénovation constitue donc une nécessité impérieuse. Or, le gouvernement a décidé le mois dernier de suspendre le dispositif MaPrimeRénov', ralentissant encore davantage le rythme déjà insuffisant de la transition et de la rénovation énergétique. Et ce, alors que seulement 1% des logements en France sont rénovés chaque année selon un niveau de performance énergétique ambitieux. Nous devons donc accélérer. Avec mon groupe, nous proposons notamment la mise en place d'un dispositif de zéro reste à charge pour les ménages modestes sous condition de gain énergétique. Cette aide pourrait prendre la forme d'une avance remboursable qui couvre l'écart entre le coût réel des travaux et le montant de la prime versée. Il doit être accompagné d'autres mesures, comme l'installation des pompes à chaleur, qui constitue là aussi, selon votre note, une mesure à la fois efficace et économiquement rationnelle. Pourtant, alors que la France était engagée à produire 1 million de pompes à chaleur sur son territoire, nous constatons aujourd'hui un net recul. L'exemple de l'entreprise Saunier Duval, sur mon territoire, contrainte de licencier une partie de ses effectifs faute de commande, illustre là aussi l'inadéquation croissante entre les objectifs affichés et la réalité industrielle. Dans la même logique, l'agroforesterie, identifiée comme l'une des mesures les plus performantes, mériterait un soutien fiscal et budgétaire ambitieux et durable. Or, ce n'est pas une priorité affichée du gouvernement. Pire, les crédits alloués au pacte en faveur des haies ont été amputés de plus de 70% dans le projet de loi de finances, et ce, alors même que la haie est reconnue par tous comme un levier central de la planification écologique, notamment pour le stockage du carbone. Enfin, votre note le souligne avec justesse, il n'existe pas de contradiction entre rationalité économique, ambition écologique, à condition d'y associer dès l'origine des mesures de justice sociale et d'acceptabilité sociale. Le leasing social pour les véhicules électriques devait incarner cette logique. Pourtant, l'engagement pris par le président de la République s'est rapidement évaporé. 15 millions de personnes sont aujourd'hui considérées en situation de précarité en matière de mobilité. Nous devons donc là aussi accélérer pour les accompagner. Dans ce contexte, au travers de vos différents travaux, de quelle manière, monsieur le haut-commissaire, comptez-vous convaincre le gouvernement d'agir rapidement et durablement pour la transition écologique ? Merci beaucoup. Je vous donne la parole pour répondre. Merci beaucoup, monsieur le député, pour l'intérêt porté aux travaux les plus récents que nous avons produits, notamment cette note sur la décarbonation au moindre coût. Alors, il m'appartient pas de me substituer ni au gouvernement ni au Parlement dans les choix budgétaires, réglementaires ou législatifs qui vont être faits et discutés, je n'en doute pas, y compris sur cette question de transition écologique à l'automne. Ce que nous pouvons faire utilement, et ensuite c'est le choix politique qui préside, c'est de chiffrer, quantifier, comparer. Je ne prétends pas qu'il y a une vérité absolue, mais il y a quand même des quantifications ou des analyses qui permettent d'éclairer le débat. C'était le but de cette note courte, comment décarboner au moindre coût, qui s'appuie sur les travaux beaucoup plus détaillés qui ont été menés par Alain Quinet, qui est un économiste reconnu des questions climatiques et qui n'a pas travaillé tout seul d'ailleurs, qui a travaillé avec une trentaine de personnes dans une commission qui a actualisé ce qu'on appelle la valeur du climat, j'y reviendrai dans une seconde, à 3 reprises, et la dernière fois en début d'année, avec des partenaires sociaux, avec des chefs d'entreprise, des représentants d'entreprise et des acteurs locaux. Ce qu'on montre, effectivement, c'est qu'on a besoin de ce qu'on appelle cette valeur d'action pour le climat pour guider les choix d'investissement public ou de politique publique. Et si vous me demandez un commentaire, je regrette qu'on ne choisisse pas ou qu'on ne discute pas des dispositifs davantage à l'aune de cette valeur. Quelle est cette valeur? Parce que parfois on confond les choses. La valeur de l'action pour le climat, ce n'est pas une taxe carbone, c'est même pas un prix du carbone. C'est une indication économique du fait qu'il y a des actions qui sont parfois pas rentables d'un point de vue de marché, parfois coûteuses à mettre en place, mais qui ont un bon rendement en termes de baisse des émissions. Et donc la valeur de l'action du carbone et son utilité, c'est finalement de faire le bilan entre le nombre de tonnes de carbone évitées et le coût budgétaire et social d'une mesure. Bon.
Et quand on compare les deux, on a des mesures qui sont, si vous me permettez ce néologisme, climato-efficaces, ou des mesures qui sont moins climato-efficaces. Bon. Après, c'est des questions de choix. Il n'y a pas de notre part une volonté de prescrire une ordonnance avec une liste de mesures. Mais si on regarde effectivement, et nous ne sommes pas les seuls à avoir abouti à ces conclusions dans nos travaux, les mesures en place ou possibles, ce qu'on sait, c'est que d'un point de vue climatique et de rendement de la tonne de carbone évitée, le développement de véhicules électriques a un bon rendement, le développement des pompes à chaleur a un bon rendement, et plus encore, la rénovation thermique des logements a un bon rendement. Il y a des mesures dont on ne dit pas qu'elles ne sont pas utiles, mais qui parfois ont un rendement mal connu ou qui se déploieraient à plus long terme. Nous pensons notamment aux questions de développement de l'hydrogène, qui porte plus d'incertitudes aujourd'hui sur le plan économique et climatique. Mais il ne faut pas tomber d'une mode qu'il y a eu pour l'hydrogène ces dernières années à l'excès inverse qui serait de dire on abandonne tout soutien public. Je crois que ce serait déraisonnable à cette technologie qui en plus a différentes implications. Voilà, donc ces trois mesures, je pourrais ajouter l'agroforesterie, sont des mesures dont on sait que leur rendement par tonne de CO2 évité est bon. Alors, si vous me demandez une recommandation fondée sur ces politiques, j'en ferai deux, de privilégier ces mesures plutôt que d'autres. S'il faut faire des choix budgétaires, ça donne une forme d'ordre de priorité. Et puis, ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est pour moi presque plus important encore de ne pas changer ces dispositifs tous les 3, 6 ou 9 mois à bon entendeur.